Madame, Monsieur, bonsoir. Bonne et heureuse année à tous. Merci de nous rejoindre dans le premier rendez-vous de vision de l'année. Trois orpailleurs mauritaniens tués par des tirs dans la zone tampon contrôlée par le Maroc au Sahara occidental le 3 janvier dernier. Difficile évidemment de ne pas faire le parallèle avec le triple meurtre des camionneurs, des trois camionneurs algériens, 3 mois plus tôt dans des circonstances très similaires. L'attaque, probablement effectuée par un drone marocain, a été perpétrée 3 jours après la visite du président mauritanien en Algérie et interpelle bien sûr sur la logique de l'escalade de violence commise ou assumée par le Maroc à l'égard de ses voisins dans un sentiment d'impunité qui le conforte. Aucune réaction en effet n'a encore été exprimée par les instances internationales. Rabat n'est pas non plus inquiété dans son trafic mondial de cannabis. L'Espagne, brouillée avec le Maroc depuis des mois, subit une offensive violente d'exportation du hashish marocain sur son territoire avec la saisie cette semaine de plus de 5 tonnes de cannabis, après celle de septembre dernier où la police espagnole avait intercepté plus de 26 tonnes de hashish près de la ville de Grenade. Pour en parler, on reçoit ce soir à partir de Madrid Monsieur Belal Kanti, militant sahraoui et analyste politique. Bonsoir Monsieur le Kanti, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir. Alors, l'attitude belliqueuse du Maroc inquiète de plus en plus. Sa volonté de militariser le conflit du Sahara occidental en impliquant notamment ses voisins devient évidente cette fois-ci et surtout en s'attaquant aux civils, les civils qui sont visés. Comment analysez-vous cette nouvelle donne sur le terrain, Monsieur le Kanti? Effectivement, cette donne est nouvelle. Elle fait suite à la reprise de la guerre au Sahara occidental après la fin du cessez-le-feu. Et tout le monde a pu voir, a pu observer que de nombreux civils, sahraouis comme mauritaniens, comme algériens, ont été l'objet de frappes par drone en provenance du Maroc, ce qui donne à la guerre un autre aspect qui la caractérise, oui, c'est-à-dire l'attaque à des civils qui ne font pas partie normalement de la guerre et qui sont protégés par le droit humanitaire international. Et dans ce cas d'espèce, l'événement qui s'est produit lundi dernier, en l'occurrence l'assassinat de 3 Mauritaniens orpailleurs s'activant au Sahara occidental, vient prouver qu'il y a une intention de la part du Maroc de s'attaquer aux civils au Sahara occidental. Oui. Ce n'est pas la première fois. Auparavant, il y avait des civils algériens. Oui. Encore une fois, le Maroc observe un silence absolu sur cette nouvelle bavure, si on peut parler de bavure évidemment, qui se produit dans cette zone, la même zone où a eu lieu donc le triple meurtre des 3 Algériens le 1er novembre dernier. Rabat continue aussi, vous parlez d'une nouvelle logique de la guerre au Sahara occidental. Rabat continue aussi de nier les bilans humains et matériels de ces affrontements avec l'armée sahraoui. Où est-ce que veut en venir justement le Maroc aujourd'hui dans cette nouvelle logique de guerre? Eh bien, écoutez, le Maroc, tout en niant qu'il y a guerre au Sahara occidental, on sait pourquoi, parce que c'est tout un discours qui a été produit par Hassan II déjà à l'époque, en ne reconnaissant pas l'existence de guerre, en ne reconnaissant pas le Front Polisario, en ne reconnaissant pas une partie opposante. C'est une politique que les Sahraouis connaissent parfaitement et que les observateurs savent parfaitement. Nier l'autre partie, c'est nier en réalité l'existence d'un problème. Par contre, la réalité est tout autre. Dans la réalité, le Front Polisario, par exemple, a fait état de quelques combattants qui sont tombés au champ d'honneur, mais il y a aussi eu des civils sahraouis, mauritaniens et algériens. Et cela démontre que les autorités marocaines, les forces armées marocaines d'occupation s'attaquent à des civils. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement grave
et pour lequel le Maroc doit être sanctionné et doit être blâmé, critiqué par la communauté internationale, car l'on ne s'attaque pas à civils qui normalement ne font pas partie de la guerre. Mais comment analysez-vous ces nouvelles donnes sur le terrain, justement? Quel est le but Alors, de cette nouvelle logique de guerre, de finalement, on est dans un contexte de ni guerre, ni paix, mais en même temps, il y a des victimes civiles, et c'est nouveau, c'est ce que vous dites d'ailleurs. Derrière chaque attaque à des civils de la part de l'armée marocaine, il y a probablement un but. Donc, plusieurs attaques, plusieurs objectifs. Prenons par exemple le cas des commerçants algériens. Il s'est attaqué aux commerçants algériens à la fois pour provoquer l'Algérie, pour couper les liens économiques entre l'Algérie et la Mauritanie, et par-delà la Mauritanie et l'Afrique. Dans le cas des Mauritaniens, que chercheraient-ils? Ce n'est pas la première fois qu'ils s'attaquent à des orpailleurs mauritaniens, et probablement l'on peut penser que l'objectif derrière cela est casser la dynamique naissante entre l'Algérie et la Mauritanie, car la dernière attaque vient immédiatement après que le président mauritanien ait achevé une visite en Algérie. Et un autre objectif probable, c'est le Maroc penserait-il à entraîner la Mauritanie dans la guerre du Sahara occidental. Souvenons-nous que le Maroc a de tout temps, officiellement ou officieusement, exprimé des velléités colonialistes à l'endroit de la À Mauritanie. l'endroit de la Mauritanie, effectivement. C'est donc probable que cela formerait un objectif marocain. Oui. Alors même un quotidien allemand, John Welt, relève l'intention du Maroc de faire tourner la spirale de l'escalade dans la région. Est-ce que les Occidentaux, vous parlez de sanctions, de probables sanctions, en tout cas que le Maroc devrait être sanctionné pour ses bavures militaires. Les Occidentaux, encore très divisés sur les évolutions récentes du dossier du Sahara occidental, peuvent réagir selon vous dans les semaines à venir, ou est-ce qu'il n'y a pas beaucoup d'espoir là-dessus encore? Normalement, si le Maroc est un État, ce dont moi je doute réellement, vu le nombre de crimes qu'il a déjà commis dans la région, si le Maroc est un État respectable qui souhaite vraiment faire partie d'une façon respectable au concert des nations, il doit déjà ne pas occuper le Sahara occidental. Oui. Et les pays occidentaux, normalement, devaient le condamner pour ce simple fait, parce que le colonialisme est un des crimes les plus abjects que l'humanité a décidé de ne plus y revenir. Et en tant qu'observateur, il est à relever que le silence des pays occidentaux est un silence qui sert un certain nombre d'intérêts qui ne sont pas évidemment les mêmes que ceux des peuples de la région. Car comment les pays européens peuvent accepter à quelques encablures de leurs frontières une situation inacceptable telle le colonialisme marocain pratiqué au Sahara occidental? Comment peuvent-ils accepter qu'un régime au Maroc puisse proférer des intentions agressives à l'égard de l'Algérie ou à l'égard de l'Espagne Alors ou à l'égard de la Mauritanie? l'Allemagne, Monsieur le Khanti, pourrait par exemple faire la différence dans ce dossier du Sahara occidental. La brouille entre Rabat et l'Allemagne est toujours en cours. Le différend n'a pas encore été aplani. Est-ce que l'Allemagne pourrait peser dans ce dossier concrètement? Pardon, je n'ai pas entendu la question. Je disais, est-ce que l'Allemagne pouvait peser dans le dossier du Sahara occidental au vu de ses positions tout simplement en faveur de l'autodétermination du peuple sahraoui? Oui, l'Allemagne a exprimé
une attitude qui est plutôt positive à l'égard du conflit du Sahara occidental. À l'égard du droit international, en tout cas. À l'égard du droit international, oui. Et en l'espèce, le Sahara occidental, lorsqu'elle avait demandé une réunion du Conseil de sécurité sur le Sahara occidental, il y a une espèce d'hypocrisie dans la politique extérieure des pays européens et de l'Union européenne. À la fois, ils ne reconnaissent pas la souveraineté du Sahara occidental, la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental, et en même temps ne condamnent pas le Maroc dans son odyssée coloniale. L'Europe, ces intérêts économiques qui sont en jeu, hein, qui entrent en ligne de compte. Oui, pas seulement des intérêts économiques, mais aussi des intérêts politiques aussi. Mais le droit international existe. Le droit international stipule qu'aucun pays ne doit aller au-delà de ses frontières. Or, le Maroc est allé au-delà de ses frontières en annexant le Sahara occidental. Et pire, il a formulé des revendications territoriales sur les autres pays voisins. Il constitue donc un risque pour les pays voisins, pour l'Espagne aussi, et par transition pour l'Europe. Alors, vous dites, Monsieur El-Khanti, que la solution imaginée par le Makhzen est une sorte de solution finale, en finir avec le peuple sahraoui, le peuple du Sahara occidental. Le Maroc pourra dire qu'il a annexé un territoire qui n'avait pas de maître, une terra nullius, comme le disait d'ailleurs l'Espagne à l'époque. Est-ce que le Maroc va, selon vous, commettre un génocide à l'encontre du peuple du Sahara occidental? Est-ce que c'est ce que vous craignez? Oui, la notion de terra nullius a été avancée par l'Espagne pour justifier son colonialisme. C'est une terre sans propriétaire, donc je peux m'y installer. C'est quelque part aussi l'objectif du Maroc, car à qui appartient le Sahara occidental? Si le Sahara occidental, comme la communauté internationale l'admet, appartient au peuple sahraoui, dans la tête des concepteurs de l'invasion marocaine, il faut en finir avec le peuple sahraoui. D'où les enlèvements, les arrestations, les tortures, la terreur implacable que le Maroc a imposée aux Sahraouis, au Sahara occidental. Fort heureusement, une grande partie de la population sahraoui a pu échapper à l'invasion marocaine, s'installer dans des territoires libérés, se mettre à l'abri en Algérie et donc de là organiser la résistance sahraoui et de là aussi l'échec d'un génocide. Je continue à penser qu'il s'agissait en 1975 d'un génocide programmé, mais comme il n'a pas pu être mis intégralement à exécution, il a été quelque part mis de côté. Mais les centaines de disparitions forcées qui ont été pratiquées au Sahara occidental est un chiffre tellement énorme et rapporté au nombre relativement réduit de la population sahraoui, c'est quelque chose qui s'apparente à une opération de nettoyage ethnique ou de génocide. L'objectif. Un mot, Monsieur Khanti, sur la résistance de la communauté sahraoui à l'étranger. Est-ce que depuis la reprise des combats, elle est très active sur les réseaux sociaux? Est-ce que ce combat peut s'exporter au niveau de la diaspora sahraoui à l'étranger? Est-ce qu'il s'organise en tout cas? Le peuple sahraoui est un peuple extrêmement conscient de son identité propre, dissocié du Maroc. Cela d'ailleurs l'a montré à travers sa résistance acharnée contre l'Espagne au siècle dernier, au 19e siècle, au 20e siècle. Lorsque le Maroc a envahi son territoire, il a immédiatement proclamé sa république sahraoui. Sa résistance était vraiment historique. Les revendications nationalistes sahraouis est ancrées dans l'imaginaire de tout Sahraoui, quel qu'il soit, où qu'il se trouve. Et 40 ans d'occupation marocaine n'a pas pu effacer de la mémoire sahraoui
cette volonté de vouloir être indépendant du Maroc. Donc, y compris au niveau de la diaspora sahraoui. Les Occidentaux, Y, com euh, oui, les Occidentaux, y compris au niveau de la diaspora, y compris au niveau des territoires occupés sous occupation marocaine. oui. Quand vous voyez le courage légendaire des femmes et des hommes, des enfants face à l'occupation marocaine, et à l'instar, par exemple, du combat héroïque de Sultana Khaya, de sa sœur et de sa mère, Oui. vous comprenez ce que c'est que la résistance sahraoui et ce que c'est que l'âme sahraoui. On va passer à un autre sujet, toujours concernant le Maroc, Monsieur Khanti, avec les Occidentaux comme l'Espagne et l'Allemagne, on le disait, qui subissent aussi des pressions marocaines pour les aligner sur leur thèse expansionniste. Après l'assaut migratoire donc sur Madrid, Rabat veut inonder l'Espagne cette fois-ci, et une partie de l'Europe à travers Madrid, de hashish et de cocaïne. Vous parlez d'un narco-État où les plus hautes autorités du pays sont impliquées dans ce vaste trafic mondial de drogue. Est-ce qu'on a une idée aujourd'hui de ce qu'il rapporte tout simplement à l'État marocain? Oui, ça fait partie d'un autre outil de chantage à l'Europe Oui. et également une pèse des risques énormes sur le voisinage du Maroc. Le trafic de drogue est quelque chose de constant, d'enraciné dans le Maroc. La Séculaire, hein? production On est peut parler d'un industrielle. trafic séculaire. Pardon? On peut parler d'un trafic séculaire qui vient d'au moins une centaine d'années. Oui, tout à fait. Mais elle est ramenée à une échelle industrielle sous l'époque de Hassan II et c'est allé crescendo. Et le trafic ce trafic de drogue constitue un véritable risque pour les pays européens, que ce soit au niveau sanitaire, que ce soit au niveau sécuritaire. On a vu aussi la connexion entre les trafiquants de drogue et les réseaux terroristes. C'est donc, un risque réel. Qu'est-ce qu'il représente en matière de dividendes économiques pour l'État marocain? C'est un vaste trafic, on le disait, le Maroc est devenu une plateforme de stupéfiants, de drogue mondiale. Qu'est-ce qu'il représente économiquement aujourd'hui? Est-ce qu'il y a des chiffres un peu qui nous donnent des Écoutez, estimations? le kilo en Espagne est aux alentours de 600 euros. Arrivé aux pays du nord de l'Europe, peut-être au quadruplé. Je vous laisse faire le calcul. Oui. Ce sont des sommes astronomiques qui, évidemment, font le bonheur des réseaux criminels et qui ont fini par avoir pignon sur rue au Maroc. Le Maroc est un narco-État. Vu cette activité à une grande ampleur et que je rappelle que l'existence d'un rapport qui a été rendu par le monde, le rapport de l'Observatoire géopolitique des drogues en 1995, si ma mémoire est bonne, qui démystifiait le fait que les autorités marocaines menaient une lutte contre le trafic de drogue. Ce rapport disait le contraire et impliquait même la plus haute sphère de l'État marocain. Et pour quiconque connaît le régime marocain, sait qu'une telle activité d'une telle ampleur ne peut avoir lieu sans le consentement, sans la connaissance, sans l'implication des autorités de ce pays. Alors, Chose qui justifie effectivement que l'on nous qualifie de narco-État. il y a justement que le trafic de stupéfiants au Maroc en direction de l'Espagne a toujours été croisé par la contrebande en provenant des enclaves du littoral Ceuta et Melilla. C'est un échange de bons procédés. Vous parliez du consentement des autorités marocaines. C'est un peu la même chose de l'autre côté. Ce trafic a doublé dans les années 70 et fait beaucoup de mal à la production nationale marocaine. C'est le citoyen marocain qui en paie les frais.
Est-ce qu'on a, encore une fois, une idée sur l'ampleur de ce phénomène, en tout cas sur ses retombées négatives sur l'économie marocaine et sur les Marocains directement? Alors, sans aucun doute, l'influence de ces substances sont néfastes pour la santé des consommateurs. Euh, mais l'ampleur de la diffusion de ces substances toxiques rend encore le problème majeur Plus de grave. santé publique. Mais l'État marocain ne fait rien pour combattre ce fléau. Elle est même impliquée, l'État marocain n'est pas vraiment, ne fait rien pour juguler ce Ce fléau, trafic oui. qui est de plus en plus à large échelle au sein du Maroc et qui est exporté vers d'autres pays. Le Maroc est une plaque tournante de ces Des drogues. drogues, oui. Elle a même transformé l'Espagne tellement les quantités déversées vers l'Espagne est énorme en une deuxième plaque tournante qui fournissait les pays européens. J'ai un chiffre. L'année dernière, Oui. les arrestations en Espagne atteignaient 5000 arrestations. Rendez-vous compte de l'ampleur de ce trafic, sans parler des risques de santé publique que pèsent sur l'État espagnol et sur le système de santé espagnol, sans parler, je disais tout à l'heure, sur les risques sur la sécurité au sein des pays ciblés par ce commerce. Alors, Et dans le Sahel, évidemment, justement, il y a cette j'allais y jonction venir, Monsieur parfaite entre les Kanté. trafics. Comment peut-on faire le lien avec ce trafic, ce vaste trafic mondial de drogue dont le Maroc est carrément, on peut le dire, est leader aujourd'hui dans le monde, pas seulement en Afrique, mais il y a un lien à faire avec le trafic transnational et les autres formes de criminalité dans le Sahel, c'est-à-dire que ce trafic alimente directement l'insécurité au Sahel. De nombreux rapports, en effet, établissent les liens entre les trafics de drogue provenant du Maroc et du Sahara occidental occupé et les réseaux terroristes s'activant au Sahel. Ces réseaux-là sont euh, appelés des réseaux narcoterroristes car les activités narcotiques et terroristes faisaient désormais corps commune. Et donc, quelle est la victime de cette activité sont évidemment les États de la région, c'est les sociétés de la région. Les drogues marocaines sont écoulées désormais au sud pour parvenir à l'Afrique à travers le Sahara occidental occupé, mais aussi dans la zone sahélienne pour passer aux pays du Golfe et pour passer à l'Europe. Donc vous avez le Maroc aujourd'hui qui vend une image d'un pays qui lutte contre le terrorisme, qui offre une expertise, en tout cas selon lui, une expertise à des pays en proie aux affres du terrorisme et paradoxalement ou parallèlement, il nourrit ce terrorisme à travers ce vaste trafic de stupéfiants, de drogue et le finance carrément. Est-ce qu'on peut présenter les choses comme ça? Bah, disons que euh, les autorités marocaines ne luttent pas contre ce fléau, loin s'en faut, et j'ai évoqué ce rapport de l'Observatoire géopolitique des drogues. Euh, et par ailleurs, il est un constat que ce trafic de drogue ne date pas d'hier, il date depuis des décennies. Euh, et évidemment, la jonction entre les activités terroristes et les activités de drogue est connue de tout le monde. L'État marocain est responsable. Il s'agit d'activités qui se passent sur son territoire. La production du cannabis, elle est
à large échelle pratiquée dans le Rif. Ce n'est pas ailleurs. Oui. Et le Rif n'est pas la Colombie. On ne peut pas dire qu'au Rif, il y a une guerre ou il y a des guérillas qui empêchent l'État marocain de lutter contre ce fléau ou d'empêcher la culture du cannabis. C'est une zone extrêmement rebelle et elle est marginalisée économiquement. Donc l'État marocain a, selon de nombreux observateurs, ont laissé le Rif s'employer à développer le hashish et le cannabis marocain. Aujourd'hui, c'est une manière de créer un peu une économie parallèle, faute d'une inclusion économique avec le reste du pays. C'est une région très pauvre, hein, aussi. C'est une région pauvre comme l'est le Maroc. Rappelons que l'économie marocaine est une économie très faible. Mais rappelons aussi que entre la monarchie marocaine et la région du Rif, il y a un lourd contentieux historique. Oui. D'où probablement certains... réguliers. Pardon? Des soulèvements. Il y a eu de nombreuses révoltes. Tout à fait. Il y a eu de nombreuses révoltes, une contestation de l'État marocain, oui, une contestation du régime marocain, et il y a eu des crimes qui ont été commis dans cette région de la part de Hassan II. Oui. Certains vont dire que le fait que l'État marocain, que le régime marocain laisse la culture du cannabis s'installer dans cette région, c'est une façon de punir la population de cette région. Oui. Et de la marginaliser davantage. Moi, je dirais que de fil en aiguille, cette activité tellement lucrative est devenue indispensable à l'économie marocaine. Monsieur Al-Kanti, je vous remercie d'avoir répondu à nos questions. Bella Al-Kanti, pour dire votre nom entièrement. Vous êtes militant sahraoui et analyste politique. Merci d'avoir répondu à nos questions ce soir. Merci à vous de nous avoir suivis dans ce rendez-vous de vision. Je vous souhaite une très belle suite des programmes sur notre chaîne et à bientôt.